Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ces formats exclusifs, mais nous voici de retour. Et aujourd'hui, on va se lancer dans un exercice nouveau puisqu'on va consacrer ce podcast à l'interview d'une astrophysicienne, Héloïse Méheux, qui est avec nous aujourd'hui, et Hugo qui est aussi là. Alors Hugo, comment ça va ? Moi, ça va bien. Je suis content de refaire un podcast exclusif. En plus, aujourd'hui, et comme tu l'as dit, on va changer un peu de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait des podcasts un peu plus sur l'astronautique, vu qu'on a reçu pas mal d'entreprises de New Space. Et aujourd'hui, on va faire plus astronomie, disques protoplanétaires avec Héloïse Méheux. Héloïse, bonjour, comment tu vas ? Bonjour à tous les deux. Ça va bien de mon côté. Je suis très contente d'être avec vous pour ce podcast. Génial. Donc, pour te présenter rapidement, donc, tu es chercheuse CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et donc, tu es spécialisée dans la formation des planètes et des disques protoplanétaires. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être un petit voyage aux origines du système solaire pour découvrir comment la grande histoire est née. Alors, pour démarrer, Héloïse, est-ce que tu peux te présenter rapidement, toi et la discipline dans laquelle tu travailles ? Donc, comme vous l'avez dit, je suis chercheuse au CNRS. Je travaille au laboratoire Lagrange sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et je m'intéresse à la formation des planètes, en particulier les premières phases de formation des planètes dans ce qu'on appelle les disques protoplanétaires, c'est-à-dire les régions de formation des planètes depuis des solides qui sont initialement tout petits, qui sont de taille inférieure au micromètre. Et on essaie de comprendre quelles sont toutes les étapes qui vont permettre de former des planètes dans leur grande diversité, depuis celle du système solaire ou celle des exoplanètes. Très bien. Pour démarrer justement, est-ce qu'on peut résumer dans les grandes lignes, parce que j'imagine que sinon ça prendrait trop de temps, mais les étapes de la formation d'un système planétaire, et en prenant l'exemple du système solaire. La formation d'un système planétaire, ça va se faire en un certain nombre d'étapes. Ça commence d'abord par la formation d'une étoile, puisque tout système planétaire se forme autour d'une étoile. Donc il faut d'abord avoir une formation d'une étoile, c'est-à-dire effondrement d'un nuage de gaz dans la galaxie. Et au cours de cet effondrement, il va y avoir autour de cette étoile une partie du gaz et de la poussière solide qui vont former un disque, donc une structure plate qui tourne autour de l'étoile qui vient de se former. Et c'est dans ce disque que se forment les planètes. Au départ, on a des solides qui sont de taille micrométrique, submicrométrique, et ils vont petit à petit croître dans ce disque jusqu'à former des planètes. Alors on a plusieurs hypothèses de travail pour expliquer cette formation des planètes. L'une suppose qu'il y a une formation très rapide par le même mécanisme qui a permis la formation de l'étoile, c'est-à-dire une instabilité gravitationnelle par effondrement sous l'effet de la propre masse des objets. Et ça va permettre de former des objets plutôt massifs et plutôt loin de leur étoile, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de masse pour permettre cette instabilité. Un autre scénario, c'est plutôt par étapes successives. On passe des poussières pour aller vers des grains, des cailloux, des planétésimaux qui sont un peu de la taille des astéroïdes, des cœurs de planètes et puis éventuellement des planètes géantes, etc. Et là, on va avoir différents processus dans différentes régions du disque. Parfait, c'est parfait pour les grandes lignes. On va en profiter pour rentrer un petit peu dans les détails de ces étapes. Donc tu nous disais que tout démarre par l'effondrement d'un nuage de gaz et la naissance d'une étoile. Qu'est-ce qui déclenche l'effondrement d'un nuage de gaz au départ ? Alors, pour qu'il y ait effondrement d'un nuage de gaz, il faut qu'il y ait suffisamment de masse pour que ça s'effondre sous son propre poids. Donc il faut déjà des régions un peu plus denses dans la galaxie, mais il faut aussi une perturbation qui va déclencher cette instabilité. Et donc ça peut être l'explosion d'une supernova à proximité, par exemple, ou une perturbation forte qui se propage dans la galaxie. D'accord. Et après, comment se passe aussi, on a entendu tout à l'heure le processus d'accrétion. Comment est-ce qu'on passe de poussière à une planète ? Comment ça se fait ?
Alors oui, on va se placer dans le modèle de croissance par accrétion et croissance successive. Au départ, on va avoir croissance des poussières, des petits solides, par accumulation, par collision. Tout ça, ça se passe dans un disque qui est en rotation. On dit que c'est en rotation keplérien parce que ça suit la loi de Kepler, comme on l'a vu pour certains au lycée. C'est-à-dire que la partie la plus proche de l'étoile tourne plus vite que la partie la plus lointaine. Dans ces anneaux qui tournent à différentes vitesses, on peut avoir collision entre ces grains. Mais on va éventuellement permettre de croître comme ça jusqu'à peut-être de la taille de quelque chose comme des cailloux. Et là, on commence à avoir des collisions qui sont plus constructives, mais plutôt destructives. Donc, on a une grande question de savoir comment on passe de cailloux à planétésimaux. Je trouve que c'est aussi à ce moment-là que il y a le gaz de ce disque qui va tendance à ralentir ces cailloux par frottement. Comme quand il y a une météorite qui tombe sur Terre, elle a tendance à brûler dans l'atmosphère, elle est ralentie par le gaz de l'atmosphère. Ben là, on a des cailloux qui sont ralentis par le gaz, et comme ils sont ralentis, ils tournent moins vite, et donc ils ont tendance à tomber sur l'étoile. D'accord. Et donc on a un problème là, parce qu'on a ces deux mécanismes de comment est-ce que ça croît et ces objets, ils ont tendance à tomber sur l'étoile. Donc c'est pas bien comment former des planétésimaux. Et là, on a plusieurs hypothèses et on se doute que l'interaction avec le gaz va être une des composantes importantes pour expliquer la formation de ces planétésimaux. Mais les mécanismes de base sont pas bien connus, ou plutôt on a plusieurs hypothèses qui sont discutées. Et une fois qu'on a formé un objet plus gros, alors là, c'est sa propre force de gravité, sa propre masse qui va permettre d'attirer ce qu'il y a autour et permettre d'avoir une croissance, et aussi éventuellement par collision, jusqu'à former des objets plus gros, des cœurs de planètes, qui vont pouvoir attirer le gaz du disque protoplanétaire, qui pourra former l'atmosphère, typiquement des planètes géantes, parce que plus on va avoir de masse qui va être concentrée autour de ces protoplanètes, plus elle va avoir une gravité importante, et donc plus elle va attirer ce qu'il y a autour, et ça va faire un effet boule de neige, et on peut comme ça former des planètes géantes. Et est-ce que tu peux nous décrire très rapidement, on va dire dans les grands principes, ces hypothèses qui essayent d'expliquer le passage donc des tout petits corps similaires à un caillou à des planétésimaux un petit peu plus massifs? Oui, je peux expliquer certaines des hypothèses, parce que c'est assez foisonnant, mais une qui est beaucoup discutée, c'est... alors, je vais utiliser un mot anglais parce que c'est difficile à traduire. Ça s'appelle la streaming instability. C'est une instabilité d'écoulement. Et le principe, c'est que on a des petits solides qui sont de la taille du centimètre, de la dizaine de centimètres, qui interagissent avec le gaz qui est autour, un peu comme un cycliste par exemple qui est dans le vent et qui essaye d'avancer face au vent. Et c'est connu que les cyclistes, s'ils veulent aller plus vite, ils se regroupent en peloton. Et là, on va avoir un phénomène un peu similaire, et on va avoir une concentration des solides pour faire face à ce vent de gaz dans lequel ils sont. Et parce que ces solides ont tendance aussi à agir sur le gaz, à modifier l'écoulement du gaz. On a c'est pour ça que c'est une instabilité, c'est un auto-entraînement de concentration des solides. On va permettre de concentrer fortement des grains solides dans certaines régions du disque, et ça pourrait se passer à différents rayons plus ou moins proches de l'étoile. Donc ça, c'est une explication. On a aussi donc toute la problématique, c'est d'expliquer comment est-ce qu'on peut les concentrer, ces solides, jusqu'à éventuellement localement avoir une densité suffisante pour que la gravité propre soit importante, éventuellement avoir localement à petite échelle une instabilité gravitationnelle de nouveau, un effondrement gravitationnel de nouveau. Il y a aussi l'idée, ça c'est depuis qu'on a observé de plus en plus de disques protoplanétaires extérieurs à notre système solaire, autour d'autres étoiles que le Soleil, on voit des structures complexes dans ces disques protoplanétaires. Donc ça peut être des anneaux par exemple, des anneaux de poussière, ou des spirales, ou des structures en forme de croissant, de banane. Et on sait que ce qu'on est en train de voir, c'est la partie solide.
Et donc, on voit que effectivement, il y a des régions de concentration des solides qu'on essaie d'expliquer. Donc, les anneaux, ça peut être expliqué par des régions où il y a une surpression qui s'est formée. Et les solides ont tendance à se concentrer dans ces surpressions. Ça peut être en forme d'anneau ou ça peut être aussi en forme de croissant. Et dans ce cas-là, c'est probablement des structures tourbillonnaires qui sont formées dans les disques, c'est-à-dire des vortex, qui ont tendance à concentrer les solides dans l'œil de cet anticyclone. D'accord. Et au vu de ce qu'on voit du coup dans notre système, ce qui peut être observé, ce qu'on voit dans les autres systèmes, est-ce que l'histoire du système solaire, elle semble typique ? Alors, c'est difficile de répondre à la question de si c'est vraiment typique. Ce qu'on peut voir, c'est l'état final et comparé aux autres systèmes d'exoplanètes. Et jusqu'à présent, c'est quand même assez particulier, le système solaire. Mais on a quand même des biais observationnels du fait que les grosses planètes les plus loin de leur étoile les plus proches de leur étoile, sont plus faciles à détecter, qui n'existent pas dans notre système solaire. Il y a aussi un biais, c'est qu'on a beaucoup plus d'informations sur notre système solaire, puisqu'on y est, que sur les autres systèmes. Donc, il y a beaucoup de contraintes qu'on a sur notre propre système solaire qu'on n'est pas capable de comparer avec d'autres systèmes. Cependant, il semblerait quand même que c'est pas la généralité d'avoir un système comme le nôtre, c'est-à-dire avec des planètes de faible masse proches de l'étoile et des planètes très massives plus loin, puis plus loin les planètes glacées, puisqu'on voit régulièrement des planètes assez massives proches de leur étoile. D'accord. Si on oublie un petit peu ce qui se passe ailleurs, ces fameux Jupiter chauds qui sont si différents de ce qui se passe chez nous, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans le système solaire, on a un petit peu cet ordre des planètes? On va trouver d'abord au plus près du Soleil des planètes telluriques, fait essentiellement de roches, puis des géantes gazeuses, et puis encore un peu plus loin des géantes de glace. Alors l'idée générale de cette structure du système solaire, c'est dû au processus de formation, et ça va dépendre du matériel qu'il y a sur place au moment de la formation de la planète, de la protoplanète. Si on est dans une région où il y a beaucoup de solides mais peu de gaz, on va avoir une formation d'une planète de type tellurique. Si on est dans une région avec énormément de gaz, on va plus facilement avoir une planète géante. Après, quand je parle de région, il y a aussi une limite importante qui va être ce qu'on appelle la ligne des glaces. C'est des limites qui distinguent les régions plus proches de l'étoile où il fait plus chaud, donc il ne peut pas y avoir de glace, elles fondent, sont transformées en gaz, alors que plus loin de l'étoile, on peut avoir des glaces, et évidemment ça va changer beaucoup la composition des objets qui peuvent se former. Mais au-delà de la position, il y a aussi le temps qui va jouer un rôle important, puisque ce disque protoplanétaire dans lequel se forment les planètes évolue au cours du temps. Au départ, on a un disque qui est assez massif, avec beaucoup de gaz, et le gaz, petit à petit, va être soit accrété sur l'étoile, soit s'évaporer par différents moyens. On va avoir une composition en gaz, une quantité de gaz qui va baisser petit à petit, évidemment. Ça va changer la composition, donc la composition des planètes qui se forment. Mais aussi, ça va changer la thermodynamique et la physique qui peut se passer dans ces disques protoplanétaires. Et au-delà de ça, une fois qu'on a un objet massif comme Jupiter qui s'est formé, ce qui a été montré, c'est que ces planètes, elles ont tendance à se déplacer à l'intérieur du disque de gaz. Ce qu'on appelle la migration planétaire, la migration des planètes. D'accord. Et donc, c'est pas nécessairement l'endroit exact où la protoplanète est formée on va le retrouver à la fin de la formation du système planétaire. Et aussi, ça va beaucoup modifier la possibilité de formation d'autres planètes autour. À cause de son influence gravitationnelle, à cause de sa masse importante, ça va modifier beaucoup la structure de ce qui peut se former autour. Et d'ailleurs, on sait que le fait qu'on ait une ceinture d'astéroïdes et pas de planètes qui soient formées juste à côté de Jupiter, c'est lié à la masse très importante de Jupiter qui empêche la formation d'une planète à cet endroit. D'accord.
On vient de parler de planètes migrantes, justement, et on peut dire que Uranus et Neptune, parfois, ne semblent pas se trouver à la bonne place. C'est donc qu'elles auraient migré. Comment il se passe ce processus? Comment les planètes peuvent bouger autant? Alors, le processus de migration des planètes, c'est encore une fois dû à l'interaction avec le gaz du disque. Et c'est une interaction du fait des forces de gravité. Quand on a une planète massive, une planète géante, elle va interagir gravitationnellement avec le gaz qui est autour. Et ça va produire des ondes qui vont se propager dans ce gaz, un peu comme des vagues se propagent à la surface de la mer. Et ça va permettre du coup à la planète d'interagir avec le gaz environnant. Et en fonction de si y a plus d'échanges avec la partie plutôt interne du disque par rapport à la planète ou plus avec la partie externe, elle va avoir tendance à se déplacer plutôt vers l'intérieur ou plutôt vers l'extérieur. J'ai un collègue qui explique ça très bien. C'est un peu comme un nageur qui a l'interface entre l'eau et le gaz, l'atmosphère qui est au-dessus. Et on voit bien que quand il interagit avec l'eau qui est en dessous, donc avec plus de frottement, c'est plus difficile de passer sa main dans l'eau que dans l'air. C'est ça qui va lui permettre d'avancer. C'est un peu le même mécanisme pour les planètes dans les disques protoplanétaires. D'accord. Alors, on a évoqué plusieurs étapes de cette formation d'un système planétaire et du système solaire. Est-ce qu'on peut donner un petit peu un ordre d'idée des durées qui sont en jeu entre le moment où notre nuage de gaz va s'effondrer et le moment où on a nos 8 planètes qui sont à peu près à la bonne place et qui sont telles qu'on les voit aujourd'hui? Pour ce qui est des échelles de temps, on a une contrainte forte qui est, en observant encore une fois d'autres disques protoplanétaires, ce qu'on voit, c'est que les disques de gaz, les disques protoplanétaires, ont une durée de vie de l'ordre de quelques millions d'années. Et ça veut dire que, au moins pour la partie formation des géantes gazeuses, qui se forment au moment où il y a encore du gaz, il faut expliquer leur formation en seulement quelques millions d'années. Alors évidemment, à l'échelle humaine, quelques millions d'années, ça paraît très long, mais maintenant qu'on a compris toutes les étapes qu'il faut passer pour former une planète géante, c'est en fait assez court et ça fait partie des problèmes qu'il faut résoudre pour comprendre l'ensemble des systèmes planétaires. Ensuite, le système, il peut encore évoluer une fois qu'il y a une plus faible proportion de gaz, mais à ce moment-là, on aura déjà fini la formation au moins des planètes gazeuses. Comment est-ce qu'on passe d'un grand nombre de protoplanètes à un nombre plus réduit de planètes? C'est uniquement un jeu de billard, de collision? Il y a un effet jeu de billard et de collision, mais quand on a une collision, on peut avoir différents résultats. Soit on finit par former un objet plus gros, soit on va avoir un qui va être assez détruit, dont une partie qui va retomber sur la protoplanète principale et une partie qui va être éjectée et soit rester dans le disque, soit éventuellement avoir aussi une protoplanète qui est éjectée de cette région de formation. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le système solaire des objets ou des phénomènes qui sont, on va dire, durs à modéliser, qu'on a un peu de mal à faire rentrer dans ces hypothèses standards de formation du système solaire? Oui, sinon on serait plus là, on n'aurait plus besoin de chercheurs. Une des grandes questions qu'on a, c'est la taille de Mars, puisque Mars semble être trop petite par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans les modèles, et puis même on voit bien que les planètes ont tendance à, plus elles sont proches du Soleil, plus elles sont petites, et plus elles sont lointaines, plus elles sont grandes, jusqu'à Jupiter. Saturne est aussi une géante. Par contre, Uranus et Neptune sont plus petites probablement qu'elles n'ont pas fini leur croissance et que le disque s'est dissipé avant la fin de la croissance. Mais par contre, Mars reste une énigme sur pourquoi Mars est si petite. Peut-être que ça peut être à cause de l'interaction avec Jupiter, par exemple. D'accord. Ah bah c'est intéressant ça. Alors, on voulait aussi te poser une petite question un peu hors sujet par rapport au système planétaire.
On a vu dans ta thèse que tu t'es aussi intéressé aux disques d'accrétion d'objets très denses, comme des trous noirs et des étoiles à neutrons. Est-ce qu'on peut imaginer qu'après le cataclysme d'une supernova, des planètes se reforment dans ces disques d'accrétion? C'est une hypothèse qui est possible, et en effet, il y a des exoplanètes d'ailleurs, les premières exoplanètes ont été découvertes autour d'une étoile à neutrons. Une étoile à neutrons, c'est le reste d'une étoile après qu'elle ait explosé, évacué ses couches externes. Il peut rester au centre un objet qui est très dense, composé de neutrons, ou le fait qu'on parle d'étoiles à neutrons. Et on a découvert des planètes autour d'étoiles à neutrons. Or, au moment de l'explosion, probablement, ça aurait dû détruire... s'il y avait des planètes à ce moment-là, à cet endroit-là, elles auraient dû être détruites, d'où la question de savoir si elles se sont formées à cet endroit-là, après la formation de l'étoile à neutrons. Et c'est tout à fait c'est une possibilité tout à fait envisagée. Ok, très bien. On va terminer cette première partie du podcast et passer à la deuxième qu'on a appelée la méthode et les outils. Et on va commencer avec une question. Comment est-ce qu'on parvient à modéliser toutes ces histoires des systèmes planétaires à partir d'observations astronomiques? Alors, pour modéliser ces systèmes et ces disques protoplanétaires, d'abord, en effet, on se base sur les observations qu'on a. On observe ces disques à différentes longueurs d'onde, ce qui nous permet d'observer différentes régions du disque, mais aussi différentes phases ou compositions du disque. Par exemple, si on va observer en onde, on va commencer par exemple par le plus proche de l'étoile, on va observer en infrarouge, par exemple. Ça va nous permettre d'observer vraiment les régions les plus internes. Par contre, si on est en train d'observer les régions les plus internes, ça veut dire que c'est des zones qui sont toutes petites, et donc il va nous falloir une très bonne résolution pour aller détecter des structures éventuellement dans ces régions-là. Et on utilise souvent l'interférométrie. L'interférométrie, ça veut dire qu'on fait interférer, on fait interagir de la lumière qui vient de différents télescopes, ce qui permet d'avoir une meilleure résolution. C'est comme si on avait un télescope qui faisait la taille de la séparation entre les deux télescopes dont on fait interférer la lumière. On observe aussi la surface du disque avec ces longueurs d'onde-là. C'est, par exemple, ce qui est fait... beaucoup de ces observations sont faites au Chili, donc, par exemple avec SPHERE, au Very Large Telescope. Pour l'interférométrie, il y a MATISSE, par exemple, aussi au VLT. Et puis, pour observer vraiment dans le cœur du disque, le plan qui est au milieu du disque, le plan médian, on peut utiliser des ondes proches des ondes radio, des ondes submillimétriques, comme par exemple le fait l'observatoire ALMA, qui nous a offert des très belles images de disques protoplanétaires et qui a beaucoup permis de faire avancer notre compréhension de la formation planétaire dans ces disques, et qui continue d'ailleurs. D'accord. Alors, justement, puisque vous reposez beaucoup sur l'infrarouge, James Webb devrait se montrer particulièrement efficace pour l'observation de disques protoplanétaires. Est-ce que c'est un outil que tu comptes utiliser? Alors, personnellement, moi, je fais pas d'observation, je fais des calculs numériques, je fais des simulations numériques. Donc, je fais pas d'observation personnellement, et je travaille avec des gens qui font des observations, et on compare nos différents modèles avec leurs données observationnelles. Mais en effet, James Webb va observer des régions de formation de planètes, des disques protoplanétaires, et je pense que j'espère évidemment avoir des nouvelles contraintes sur mes modèles via ce télescope. D'accord. Et est-ce que tu surveilles aussi, par exemple, les résultats de certaines missions spatiales comme OSIRIS-REx? Alors, ces missions spatiales, elles cherchent aussi
comme beaucoup d'instruments ou de différentes méthodes en lien avec la planétologie, cherchent à comprendre l'origine des systèmes planétaires et là, en l'occurrence, particulièrement du système solaire. Et Osiris-Rex ou d'autres missions d'études d'astéroïdes nous donnent des contraintes qui sont vraiment complémentaires sur l'origine et l'évolution du système solaire typiquement après que le disque se soit évaporé. Donc oui, j'ai des collègues qui travaillent sur cette mission et on interagit régulièrement. Alors, du coup, tes modèles et tes simulations, tu les construis comment? Tu as donc, tu nous disais, un ensemble de contraintes qui viennent de l'observation. Comment est-ce qu'après, on arrive à confronter ces modèles à la réalité? Est-ce que ça va être les modèles qui expliquent le mieux l'ensemble des contraintes? Est-ce qu'on arrive à faire des prédictions à partir de ces modèles qui peuvent éventuellement être confirmées ou infirmées par des observations? On fait de la science, donc ça va souvent dans les deux sens. On marche sur nos deux pieds, on fait des modèles, on compare avec les observations donnent des nouvelles contraintes, et donc on fait des nouveaux modèles et on avance comme ça. Et donc, pour faire ces simulations, on s'appuie beaucoup sur les contraintes observationnelles, mais aussi beaucoup sur les lois de la physique qu'on connaît. C'est au départ ça quand même qu'on utilise dans nos modélisations. Et il faut reconnaître quand même que très souvent, c'est pour ce qui concerne les disques protoplanétaires, c'est d'abord les observations qui ont apporté des nouvelles contraintes et qui nous ont obligés à repenser nos modèles de formation planétaire ou de dynamique de ce qui pouvait se passer dans ces disques. Mais il y a eu aussi des prédictions qui ont été faites. Il y a eu un certain nombre de prédictions qui ont, pour certaines, été réfutées, pour d'autres, ont ensuite été confirmées par des données observationnelles. C'est le principe de fonctionnement de la science tant qu'il n'y a pas de consensus sur une question scientifique. C'est qu'on cherche toujours à réfuter les modèles jusqu'à ce qu'on n'y arrive plus. Et à ce moment-là, il y a un consensus et on considère qu'on a bien avancé sur cette question. D'accord. Quand on fait un modèle, une simulation, c'est par le biais, concrètement, c'est par le biais d'un programme informatique, d'un ensemble de calculs qui va rendre quelque chose, ou ça prend quelle forme concrètement? Un modèle de formation planétaire? Alors, un modèle de toute la formation planétaire, c'est assez rare, voire c'est pas possible d'en avoir un unique. Souvent, c'est un certain nombre de briques qu'on assemble ensemble pour comprendre l'ensemble des processus de formation planétaire, et chacun étant un modèle en soi, chacune de ces briques. Mais quand je dis que je fais la simulation des disques protoplanétaires, en effet, ce que je fais, c'est que je développe un outil informatique, un code, qui résout les équations de la physique. Donc typiquement, là, on parle de gaz, donc c'est des équations de dynamique des fluides, et qui va regarder l'évolution à partir de conditions initiales bien choisies. Comment est-ce que ce disque de gaz va évoluer au cours du temps, et quelle structure il va permettre de former et quel effet ça va avoir sur les solides. Est-ce que ces effets, ensuite, on va regarder si ils seraient détectables, observables donc, et comparés aux observations si c'est le cas. D'accord. Tu travailles sur quelle problématique en ce moment? En ce moment, je travaille beaucoup sur le couplage, comme j'en ai parlé, entre les solides et le gaz au moment de la formation des planétésimaux. Et je m'interroge sur comment est-ce que la turbulence dans ce gaz, donc la turbulence, ça veut dire les mouvements désordonnés à plein d'échelles de taille différentes, peut permettre ou modifier la dynamique des solides et donc expliquer peut-être la croissance de ces solides. J'imagine que c'est un peu à la croisée entre la gravitation et la mécanique des fluides. Ça doit être assez pointu.
Comment se passe votre travail? C'est un travail d'équipe, j'imagine, qui doit à la fois, du coup, tu nous disais, faire appel à des gens issus de l'astronomie observationnelle et puis à d'autres personnes qui vont plutôt travailler sur des modèles, sur des simulations. Est-ce que c'est des grandes équipes? Est-ce que vous allez être international? Est-ce que vous parlez tous entre les scientifiques qui travaillent sur des modèles différents? Est-ce que comment ça se passe un peu dans la communauté pour construire tous ces modèles dans un travail collectif? Alors, c'est des équipes qui sont de taille très variable et qui varient au cours du temps. Ça veut dire que, par exemple, pour le modèle, ce sur quoi je travaille actuellement, je travaille avec quelqu'un qui n'est pas du tout astrophysicien, qui est spécialiste de la dynamique des fluides, par exemple, mais aussi avec d'autres personnes qui font plutôt des observations pour ensuite comparer avec les données observationnelles. C'est en effet des collaborations qui sont internationales. Il n'y a pas vraiment de limite de frontières. On peut travailler avec qui on souhaite ou avec les personnes qui sont les plus à même de faire avancer la compréhension de la question qu'on est en train de se poser. Mais donc ça change en permanence en fonction de la problématique sur laquelle je travaille. Je vais aller chercher des personnes qui sont les plus à même de faire avancer cette problématique. Et inversement, parfois, on vient me chercher pour telle problématique ou telle autre, où un observateur essaie de comprendre ces données et a besoin de modèles, et donc va chercher la bonne personne à ce moment-là. Mais donc, c'est pas des équipes qui sont fixes pendant une durée très longue. Par contre, on a des collaborations qui sont plus stables et qui peuvent durer en effet un peu plus longtemps, mais parce qu'on s'entend bien. Mais c'est pas une structure de type projet sur 20 ans comme sur les missions spatiales, par exemple. C'est ça que je voulais dire. Même si c'est aussi international, mais c'est pas la même structuration. Puisque tu évoques les missions spatiales, je me demande quand même s'il y a une collaboration un petit peu dans la définition des observatoires. Est-ce que quand, par exemple, on a choisi de faire travailler James Webb dans l'infrarouge, ça a été en partie parce qu'il y a eu certains de tes collègues qui ont dit nous, on a une problématique sur les disques protoplanétaires, on a besoin de plus de data pour pouvoir trancher certaines questions, et on aimerait bien que le prochain grand observatoire de la NASA il puisse travailler dans l'infrarouge et nous fournir ce type d'image. Est-ce que vous participez aussi quand même un peu à la définition de certains observatoires, aux capacités qui vont être recherchées sur ces observatoires? Oui, bien sûr, parce qu'on ne va pas construire un observatoire, surtout du type James Webb, qui a une importance très grande, sans être sûr que ça pourra avoir des retombées scientifiques. Donc, les chercheurs on pose la question à l'ensemble des chercheurs de l'intérêt de faire tel ou tel observatoire, mission ou même instrument sur Terre, pour répondre aux questions scientifiques qui les intéressent et qui leur paraissent pertinentes à ce moment-là. Et souvent, on va s'assurer, en effet, qu'il y a une communauté suffisamment importante qui va pouvoir aussi utiliser les données qui vont être produites. Ok. Et justement, sur cette question, quel type d'outil qui n'existe pas aujourd'hui pourrait t'aider à trancher les futures grandes questions? Alors, pour répondre à la question de la croissance des solides qui font des tailles typiquement des cailloux, moi, individuellement, c'est pas sur l'ensemble de la communauté, mais ce serait très intéressant de pouvoir observer ces solides-là, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Et il y a un instrument qui sera peut-être en mesure d'avancer sur cette question, c'est SKA, Square Kilometer Array, ça veut dire un observatoire en proche radio. Et idéalement, j'aimerais bien avoir le SKA avec encore plus de sensibilité pour être sûr de pouvoir détecter précisément la structure de ces solides de taille intermédiaire. Maintenant, il y a énormément d'autres questions. Là, je me suis concentrée évidemment sur les questions sur lesquelles je travaille actuellement, mais il y a énormément d'autres questions et il y aurait une infinité d'instruments qui seraient intéressants à avoir et
toute la problématique est de bien définir les instruments les plus utiles pour l'ensemble de la communauté. Est-ce que tu crois qu'un jour, on aura le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'on comprendra toute l'histoire du système solaire? Pourquoi on a une lune? Et comment elle s'est formée aussi? Est-ce que tu penses qu'on aura des certitudes sur l'histoire du système solaire un jour? Alors d'abord, on a des certitudes déjà. On considère comme des certitudes, c'est-à-dire qu'il y a un consensus très très fort sur des compréhensions qu'on a sur la formation du système solaire. En tant que chercheuse, j'insiste sur ce qu'on ne connaît pas, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que à la question est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire complet, la réponse est non, pas par définition, mais à chaque fois qu'on répond à une question, en général, on en ouvre énormément d'autres. Donc, on avance, on comprend de mieux en mieux, et pourtant, on ouvre toujours plus de questions. Donc, on n'aura jamais fini de répondre à notre curiosité scientifique sur ces questions-là et sur les questions scientifiques en général. Est-ce qu'il y a peut-être une avancée ou on va dire un consensus que toi tu penses pourra se faire dans les années qui viennent, notamment j'imagine au niveau du domaine où tu travailles? Est-ce que tu espères quand même qu'au cours de ta carrière, on aura tranché à peu près la façon dont ces petits galets commencent à devenir un petit peu plus gros? J'ai bon espoir que oui. Quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, j'ai travaillé de manière purement théorique et je travaillais en particulier sur les modèles de formation de structures tourbillonnaires, de vortex dans les disques protoplanétaires. Et je n'imaginais pas que ces structures soient détectables à l'échelle de la dizaine d'années. Et en fait, juste quelques années plus tard, il y a eu des détections qui ont été interprétées comme des vortex dans les disques protoplanétaires. C'était parfois la réalité dépasse nos rêves. Et vu tous les avancées qu'on a actuellement vraiment la bonne collaboration entre des nouvelles données avec des nouveaux instruments qui arrivent et des modélisateurs, des gens qui font des simulations numériques ou des théoriciens qui avancent en parallèle en travaillant en forte interaction. C'est vraiment des questions qui avancent très vite en ce moment, donc je pense qu'on aura une avancée importante ou des avancées importantes sur ce sujet. Oui, à l'échelle de ma carrière, oui. Tu peux juste nous toucher un mot sur ce que sont ces vortex qui prennent place dans des disques protoplanétaires et de quelle manière on les a détectés? Alors, ce que sont ces vortex, c'est pas très différent des structures dans l'atmosphère de la Terre, des anticyclones, typiquement, qui se forment du fait d'ondes dans l'atmosphère terrestre qui s'appellent des ondes de Rossby, du nom d'un météorologue. Et ce sont ces mêmes ondes qui sont utilisées pour expliquer la formation de structures tourbillonnaires dans les disques protoplanétaires, parce qu'on a une physique qui est similaire avec de la rotation importante dans les deux cas. Et donc on appelle ça des vortex de Rossby, qui forment des structures tourbillonnaires à très grande échelle, qui permettraient de concentrer des solides jusqu'à la masse d'une planète comme la Terre dans l'ensemble du vortex. Et pour les détecter, alors ce qui a été fait initialement, c'est que ce qui a été détecté, c'est des formes allongées, mais qui forment pas un anneau dans ces disques, donc des formes de croissants. Et pour expliquer pourquoi dans une structure en forme de disque qui a une rotation qui est cisaillée, ça veut dire que la partie interne tourne plus vite que la partie externe. Quand on a cette rotation cisaillée, ça a tendance à détruire toutes les structures qui seraient pas en forme d'anneau, toutes les structures qui seraient pas axisymétriques, qui n'auraient pas une symétrie centrale. Et donc pour expliquer que on observe ces structures qui sont pas en forme d'anneau,
ce qui a été proposé, c'est qu'il y aurait donc ces vortex qui seraient suffisamment stables pour concentrer les solides et le permettre de ne pas être détruit par ce cisaillement. Au-delà de ça, on commence à détecter maintenant les profils de vitesse du gaz dans ces disques. On essaie de regarder s'il y aurait un profil de vitesse qui serait compatible avec un vortex. D'accord, c'est passionnant. Oui, personnellement, oui, je trouve ça incroyable qu'on soit capable d'arriver à ce genre de conclusion avec si peu de données pour partir au départ et si peu des observations tellement difficiles à faire. Mais vas-y Hugo, tu voulais... On arrive en fait, demander. on est déjà à 48 minutes d'enregistrement, donc je pense on va boucler la deuxième partie. On a l'habitude en conclusion de demander à nos intervenants est-ce qu'ils ont un mot pour la jeunesse, pour les jeunes qui veulent être par exemple astrophysiciens ou qui veulent travailler dans ces métiers. Est-ce que tu as un conseil à donner ? Je pense que si on veut travailler dans ces métiers-là, il faut d'abord avoir conscience qu'il y a plein de métiers qui sont liés à l'astrophysique et qu'il y a des chercheurs en astronomie, mais comme j'ai dit, je travaille avec beaucoup d'autres personnes. Il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs en optique, en mécanique, il y a énormément de métiers associés à ce monde-là. Il faut savoir que il n'y a pas un nombre de postes infini, donc la concurrence est rude, mais par contre c'est un rêve pour beaucoup de jeunes, et je pense qu'il faut profiter de ce rêve pour apprendre énormément de choses, quitte après à s'en servir dans d'autres domaines, voire éventuellement on travaille aussi en collaboration avec des astronomes qui font ça en amateur. Donc même si on n'en a pas fait son métier, on peut participer à la recherche en astronomie, soit avec un instrument d'observation en amateur, voire avec un certain nombre de logiciels qui sont disponibles. D'accord. Bon comme ça, hein, cher auditeur, tout le monde peut participer. Est-ce qu'on peut participer depuis chez soi, par exemple, avec son ordinateur en téléchargeant juste un logiciel ? Alors oui, il y a de plus en plus d'outils qui sont faits pour ça, mais je les ai pas de tête là. Si on les trouve, on les mettra en description, Maxime. Il y a Galaxy Zoo en anglais, mais il y en a en français, mais je les ai pas de tête. D'accord. Voilà qui va conclure notre podcast. Est-ce que tu as une question supplémentaire, Maxime ? Peut-être demander à Héloïse, est-ce que toi tu as un point sur lequel tu souhaiterais revenir en particulier, un complément d'information ou un sujet que tu souhaiterais aborder qu'on n'a pas abordé ? Éventuellement, il y a une question qui me paraît importante, c'est que toutes ces recherches-là, souvent, la question qu'on pose, c'est de savoir quelles sont les conditions pour former une planète habitable. Oui, c'est vrai. Et là, la problématique est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire par habitable. Il y a beaucoup de définitions différentes. Et souvent, le terme planète habitable, quand on parle de planète habitable au niveau général, grand public, on pense à une planète sur laquelle nous-mêmes on pourrait habiter en tant qu'humains. Et qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de planète de ce type sur lequel on serait facilement habitable pour nous, c'est-à-dire avec des conditions sur lesquelles on puisse respirer, manger, dormir. Et ça nous rappelle qu'il faut donc protéger la planète sur laquelle on est. C'est un très beau message. En effet, il n'y a pas de deuxième chance pour le moment, et donc on a intérêt à assurer sur la première. Voilà, on arrive au bout. Hugo, je te laisse conclure. Oui, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Héloïse, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour répondre à nos questions, et on espère que ça a plu à nos auditeurs, que ça leur a donné envie de s'intéresser à ces métiers et à ces questions. Donc merci beaucoup, Héloïse. Merci à vous. Merci Maxime également d'avoir co-hosté ce podcast avec moi. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Et également sur notre chaîne YouTube, certains podcasts sont diffusés. Je pense que celui-là sera certainement diffusé sur notre chaîne YouTube aussi. Et d'ici là, portez-vous bien
On se retrouve avec le programme habituel de la semaine, les mardis, les DNDE, le jeudi, les dossiers de l'espace. Et d'ici là, au prochain podcast. Au revoir tout le monde et encore une fois, merci Héloïse. Au revoir.